Bien, bonjour à tous. Donc, le syndicat des médecins réanimateurs est très heureux de vous proposer une visioconférence sur l'histoire de la ventilation mécanique en France. Donc, on a le grand honneur d'avoir comme intervenant principal le professeur Dominique Robert, donc qui est on peut dire un des géants sur les épaules de qui d'autres sont montés pour cette discipline. Madame Chantal Sevens a organisé très efficacement, comme à son habitude, cette deuxième visioconférence. La première avait été un grand succès. Alors, au plan pratique, nous allons bientôt écouter Dominique. Compte tenu du nombre des inscrits, il est préférable que les questions soient posées sur le chat. Et moi-même et Chantal donc les retranscriront à Dominique donc en fin des différentes sections de présentation. Nous avons convenu d'un plan un peu arbitraire, mais qui va guider un peu cette conférence, partant de la ventilation artificielle avant la ventilation invasive, la naissance de la ventilation invasive, le développement de cette ventilation invasive, la naissance de la VNI faciale, le développement de la VNI faciale, et un mot de conclusion et surtout de perspective, j'espère, sur où en sommes-nous en 2022. Voilà. Chantal, veux-tu rajouter quelque chose? Non, pour le moment, on va laisser Dominique faire la présentation et on fera une petite conclusion tout à l'heure. Merci. Dominique, c'est à vous. Voilà, écoutez, merci bien. Merci au syndicat des médecins réanimateurs de me permettre de présenter cette conférence. Je suis très heureux de la partager avec Jean-Luc, bien sûr. Je dois juste dire, pour reprendre ce propos, que je ne sais pas si je suis un géant de la réanimation, mais en tout cas, moi-même, je me suis appuyé sur d'autres géants de la réanimation dont les noms sont restés célèbres. Donc, l'histoire de la ventilation mécanique, c'est un peu un challenge que de vouloir la traiter en 1 heure, puisque c'est le temps imparti. Il est clair au départ que ce n'est pas un enseignement sur la pratique de la ventilation mécanique, mais on a essayé de conserver une vision purement historique. Donc, avant d'attaquer véritablement l'histoire, juste quelques rappels qui s'affichent sur ces diapositives. Donc, le principe de la ventilation mécanique, en l'occurrence la ventilation en pression positive intermittente, est extrêmement simple. Il s'agit de faire pénétrer par un moyen mécanique la succession des volumes courants nécessaires aux échanges gazeux aussi longtemps que nécessaire, aussi longtemps, ça peut être des jours, des heures, des mois, pour restaurer ou améliorer la ventilation pulmonaire. Et dans cet exposé, on a exclu volontairement l'utilisation de la pression positive continue et du haut débit nasal. La ventilation mécanique a 3 objectifs qui sont toujours plus ou moins attribués: de substituer ou diminuer le travail des muscles respiratoires, lutter contre l'hypercapnie, lutter contre l'hypoxémie. Il faut d'emblée souligner que la ventilation mécanique a été le catalyseur de la réanimation, qu'elle évite chaque jour le décès de nombreux patients à travers le monde entier et qu'elle demeure la technique la plus utilisée en réanimation. Quelle que soit l'époque, les modes de ventilation mécanique sont toujours définis par 3 grandes constantes. Quelle est la force motrice? Elle peut être au fil du temps, manuelle, des gaz comprimés ou l'énergie électrique. Quel est le type de raccordement où s'applique la force motrice qui va mobiliser le volume courant? Ce peut être, selon les méthodes, la surface du tronc, thorax-abdomen, un tube dans les voies aériennes supérieures qui peut être supra, trans ou sous-glottique, alors trachéotomie,
ou un masque, un casque ou un embout facial ou des embouts faciaux. Le volume courant, qui définit la finalité et l'instrument de la ventilation mécanique, est soit défini exclusivement par la force motrice, c'est alors un mode volumétrique, ou résulte d'une interaction plus ou moins complexe entre l'appareil thoraco-pulmonaire avec une pression qui est soit positive appliquée au niveau des voies aériennes supérieures qui pousse alors le volume courant, ce sont les modes pressionnels, soit négative, créée dans le thorax qui aspire le volume courant. Le volume courant est déclenché et arrêté, soit automatiquement par le respirateur, c'est alors un mode contrôlé, soit par des signaux provenant du respirateur du patient et captés par le respirateur. Il s'agit des modes assistés contrôlés ou assistés. L'histoire a été marquée au fil du temps par des progrès successifs qui vont s'entrelacer et qui mélangent la compréhension de la physiopathologie de la ventilation mécanique appliquée à des pathologies extrêmement diverses, jugées en termes d'efficacité, mais aussi d'effets secondaires éventuellement délétères. De son utilisation dans un contexte soit de secourisme, soit d'insuffisance respiratoire aiguë transitoire en réanimation, soit d'insuffisance respiratoire chronique au long cours à domicile. Le dernier élément sont les évolutions technologiques qui ont démarré avec un soufflet activé par l'homme jusqu'au respirateur actuel mêlant écran, microturbine, microprocesseur, monitoring, télétransmission, rétrocontrôle, intelligence artificielle et probablement j'en passe. Le plan a été annoncé par Jean-Luc. Donc on attaque avec le premier chapitre. Avant les années 50, le principe de la ventilation mécanique était à peu près compris et utilisé. Et soit de façon brève, plus ou moins anecdotique et efficace, essentiellement alors dans le cadre du secourisme, avant les années 1930, soit de façon prolongée et efficace pour les formes respiratoires de la poliomyélite, principalement aux USA à partir des années 30. Jusqu'en 1930, dès le XVIIIe siècle, le besoin de ramener à la vie des sujets apparemment morts existe. Il s'agit alors essentiellement de noyer et d'asphyxier. On peut, pour ces périodes, distinguer 4 étapes successives. Le bouche à bouche, initié par la publication de Tossac en 1744, associé à de stimulations multiples, on secouait le malade, on insufflait de la fumée dans le rectum, etc. Deuxième période, c'est l'utilisation d'un soufflet par voie narinaire ou glottique et éventuellement par trachéotomie qui va tomber en discrédit devant le risque de surinsufflation montré par Leroy d'Étiole en 1827 et qui a fait abandonner probablement à tort cette technique. La troisième période est au profit de l'utilisation de la pression négative intrathoracique par des modes de ventilation parfois appelés body ventilation, c'est-à-dire ventilation par l'intermédiaire du corps, d'abord par expiration forcée du fait d'une pression exercée sur le thorax, suivie d'une aspiration passive, le poumon se re-remplit, puis par application d'une pression négative périthoraco-abdominale transmise au poumon, ce sera le poumon d'acier et ses dérivés. Enfin, dernière période, beaucoup plus récente, au début du XXe siècle, retour de la ventilation en pression positive intermittente par masque avec le respirateur de Dreger, le pulmotor et des appareils similaires. Quelques illustrations. En 1, le bouche à bouche. En 2, l'utilisation d'un soufflet avec une intubation nasale, un tube nasal. Vous voyez que sur cette diapositive, il faut globalement plusieurs intervenants pour assurer cette tentative de ventilation. Un intervenant qui active le soufflet, un second numéro 2 qui va ouvrir et fermer une valve qui va diriger l'inspiration
et l'expiration, un troisième qui tient l'embout buccal et éventuellement un quatrième pour s'occuper du patient. En 3, vous avez l'illustration de l'utilisation d'un soufflet activé par le pied avec une canule qui venait se fixer, comme on utilise le masque glottique actuellement, à l'entrée des cordes vocales, à l'entrée du larynx. La deuxième méthode qui est qui est de créer une pression négative intrapulmonaire par expiration forcée, est illustrée par les plaques 1, 2 et 3. Et vous voyez l'illustration de ce qu'on appelle la ventilation artificielle, dont je me souviens très bien qu'étant à l'école ou au lycée, on nous l'enseignait dans les années 60, 50, 60, 70. En numéro 2, c'est l'utilisation d'un bandage périthoracique qui permet de comprimer le poumon, autrement dit de provoquer une expiration forcée. Le relâchement va provoquer une inspiration. En numéro 2, vous voyez l'automatisation en quelque sorte, ou en tout cas des aides instrumentales pour favoriser le vidage du poumon en appuyant sur le thorax. Et en numéro 4, ce sont des descriptions d'appareils qui n'ont été utilisés qu'à titre purement expérimental, qui utilisaient la ventilation en pression négative périthoraco-abdominale, utilisée alors ou proposée d'utiliser par l'intermédiaire d'une pompe manuelle. Et la dernière tentative, c'est pas 2010, mais au début du siècle dernier, le retour à la ventilation en pression positive intermittente par un respirateur appelé le pulmotor, fabriqué déjà par Dräger et qui a été fabriqué à plusieurs milliers d'exemplaires. Là encore, cet appareil était utilisé uniquement pour le secourisme, comme le montre la plaque suivante, où un sujet noyé est réanimé. Le pulmoteur était animé par de l'oxygène comprimé et une bouteille de 330 litres d'oxygène comprimé assurait un fonctionnement de 40 minutes avec une pression inspiratoire de 25, une pression expiratoire de 20 cm d'eau et vous voyez sur cette diapositive l'utilisation d'un masque facial. Donc ces procédés ont clairement témoigné de la prise en conscience, la prise de conscience de la nécessité de ventiler pour réanimer, mais ont été peu efficients et pour de multiples raisons. L'aspect rebutant du bouche à bouche, bien sûr, la nécessité, on l'a souligné, de plusieurs opérateurs, la mauvaise prise en compte à l'époque de l'obstruction des voies aériennes supérieures, c'est des sujets en règle en arrêt cardio-respiratoire, la médiocre étanchéité des interfaces, la difficulté à les appliquer de façon efficace, et enfin, probablement le plus important pour expliquer les échecs, l'absence de massage cardiaque chez des sujets qui étaient très souvent en arrêt cardio-respiratoire. Débute alors l'ère de la ventilation en pression négative des années 1930 aux années 1950. Le principe a été décrit dès le 19e siècle. Il s'agissait d'enfermer le corps à partir du cou dans un tube étanche, nommé poumon d'acier, dans lequel est appliqué au rythme de 15 à 30 par minute une pression négative de moins 15 à moins 30 cm d'eau, produisant alors une aspiration, son relâchement produisant l'expiration. Ce qui a fait émerger à cette époque, à ce moment-là, cette méthode, a été l'utilisation de moteurs électriques enfin performants et par ailleurs des épidémies récurrentes de poliomyélite aiguë qui étaient à l'époque une véritable catastrophe, touchant tous les continents par épidémie, des enfants jeunes et adultes, pouvant entraîner des paralysies de tous les membres et respiratoires, avec le risque de décès dans 30% des cas de paralysie des muscles respiratoires ou de maintien de paralysie séquelaire définitive. Sur ces plaques, on voit ici la publication
du spirophore par un auteur lillois français, voyez, donc qui bien sûr ne pouvait pas être utilisé au long cours, même si le principe était bon. En 1929, la présentation du premier poumon d'acier animé par une pompe électrique. Et puis, vous voyez rapidement, dans les années suivantes, l'utilisation extensive de cette méthode avec un certain nombre de poumons d'acier dans un lieu unique qui préfigurait bien des services de réanimation. Il a même été proposé à Boston l'utilisation d'une ventilation en pression négative multiplace, à l'image des questions hyperbares multiplace, dans lequel on pouvait mettre 4 personnes, 4 enfants en l'occurrence, pour être ventilés ensemble. Le poumon d'acier a connu de multiples sophistications qui vont expliquer certainement son succès, comme on le verra. Il était possible de faire des déclives de façon à faciliter les drainages. Mais fait très intéressant, il a été rapidement ajouté un dôme étanche qui pouvait permettre d'enfermer la tête et, en inversant l'utilisation des pressions, d'administrer une ventilation en pression positive par les voies aériennes supérieures. Donc c'était, avant l'heure, on peut dire, une ventilation non invasive par casque. Il est clair qu'à cette époque, ceci n'était utilisé que lorsque le patient était sorti du poumon d'acier pour des soins corporels. Et puis, fait curieux, il a été fait des aménagements pour permettre d'utiliser le poumon d'acier en ventilation en pression négative, alors même que le sujet était trachéotomisé. Et la trachéotomie, à cette époque, était utilisée uniquement pour le désencombrement et pas pour la ventilation. Par ailleurs, des déclinaisons de l'utilisation de la pression négative intrapulmonaire ont été faites et ont été utilisées chez ces patients au long cours. On voit ici le poumon d'acier qu'on vient de décrire et qui peut être relayé par une cuirasse qui couvre le thorax et l'abdomen, et puis l'utilisation d'une ceinture abdominale gonflable qui va permettre de remonter le diaphragme en se gonflant, de provoquer une expiration forcée et lors du relâchement provoquer une inspiration, et puis aussi le lit basculant qui permettait, en jouant sur le poids des viscères abdominaux qui déplaçaient le diaphragme vers le bas lorsque les pieds étaient en bas ou vers le haut lorsque la tête était en bas, de générer des mouvements inspiratoires et des volumes courants suffisants pour apporter une ventilation. Les résultats de la ventilation en pression négative, avec toutes les sophistications que je vous ai décrites sur la mortalité aux USA des polios, sont excellents. Et vous avez ici, sur une statistique s'étalant sur 45 ans de 1915 à 1960, la statistique de mortalité des polios que l'on trouve sur les bases de données américaines. Et vous voyez que jusqu'à l'introduction du poumon d'acier exactement en 1929, la moyenne des mortalités sur ces années est de 31%. Dès l'introduction du poumon d'acier avec les sophistications que je vous ai montrées, elle passe à 18,3%. Et en 1938, on observe une accélération considérable de l'organisation de la ventilation en pression négative en cas d'épidémie de polio, sous l'influence du président Roosevelt, qui lui-même était paraplégique, réputé porteur de séquelles de poliomyélite, et qui a créé la fondation pour la paralysie infantile avec des moyens financiers, et ceci dit au passage, le premier téléthon de l'histoire. Vous voyez qu'à partir de ce coup d'accélérateur institutionnel, puisque des centres dormants pouvant accueillir les patients en cas d'épidémie ont été créés à travers les grandes villes aux États-Unis, vous voyez à nouveau une baisse de mortalité. En fin de parcours, il faut noter que la vaccination avec le vaccin Salk a démarré en 1955 et probablement une partie de ces bons résultats est peut-être liée au début de la vaccination. On passe maintenant à la naissance de la ventilation invasive, après avoir quand même souligné l'efficacité un peu
inattendu lorsqu'on ne regarde pas en détail les données de la littérature ou de ce qui est publié, de la ventilation en pression négative par poumon d'acier avec ses variantes. La naissance de la ventilation invasive est aussi une histoire de poliomyélite, mais elle se passe cette fois-là en Europe. En 1952 se produit une terrible épidémie à Copenhague qui voit jusqu'à 46 hospitalisations pour polio par jour dans un seul hôpital, le seul hôpital habilité à recevoir ces patients. Ainsi, au cours de cette épidémie, 2722 admissions, dont 550 avec des paralysies extra-respiratoires et 316 des paralysies respiratoires. Dans ce dernier cas, la mortalité était de 87%, très rapide, en quelques jours, en cas de paralysie respiratoire, et cela s'expliquait par l'absence quasi totale de moyens de ventilation en pression négative, alors qu'ils existaient de l'autre côté de l'océan. Une prise en charge alors inhabituelle est proposée, c'est la trachéotomie et une ventilation continue manuelle avec un ballon et un canister de chaux sodée pour éliminer le CO2 expiré, publié par Isben et Lassen. Cette ventilation est appliquée aussi longtemps que nécessaire, des jours et des mois, en sachant que dans cet hôpital, jusqu'à 70 patients ont été ventilés simultanément à la main, mobilisant 14 400 soignants. Vous avez ici sur cette image datant d'époque la main qui appuie sur le ballon, qui est un ballon auto-remplissage, le canister à renouveler toutes les 4 à 8 heures le chaud sodé, la trachéotomie ici, qui, vous le reconnaissez, est bien une canule de trachéotomie rappelant étrangement celle qu'on utilise toujours actuellement. Alors les résultats sont immédiatement spectaculaires, faisant chuter la mortalité. Vous avez ici par tranche de 30 puis 50 malades le taux de mortalité. Avant l'introduction de la trachéotomie, 87% de mortalité, puis dès l'introduction de la trachéotomie et de la ventilation manuelle, on voit une chute progressive par tranche de 50 patients de la mortalité qui finit autour de 11%. Ici, il y a sans aucun doute l'effet de la trachéotomie, l'effet de l'apprentissage de cette technique qui était totalement nouvelle. On ne peut pas éliminer éventuellement une moindre sévérité de l'épidémie au fil du temps. Cette expérience va déclencher des innovations considérables. Le contrôle de la qualité de la ventilation par les mesures du gaz du sang a été introduite à ce moment-là par la méthode d'Astrup. La fabrication et l'industrialisation de 12 marques de respirateurs volumétriques de 1953 à 1956 en 3-4 ans, provenant essentiellement uniquement de l'Europe du Nord et de l'Angleterre. La prise en charge identique des épidémies suivantes dans la majorité de l'Europe, dans des poliocentres qui ont été créés en urgence dès 1953. Donc un temps de latence extrêmement faible pour que la méthode soit utilisée à travers les principaux pays européens. Ces services, ces poliocentres, entre guillemets, vont devenir les services de réanimation en utilisant la technique de la ventilation mécanique par trachéotomie puis par intubation, en un seul lieu pour tous les types de détresse respiratoire, alors que la polio, à partir des années 1960, disparaît du fait de la vaccination. Ceci explique aussi la création de la rééducation fonctionnelle pour la prise en charge des séquelles paralytiques et aussi l'expérience de la ventilation à domicile par trachéotomie, l'insuffisance respiratoire chronique terminale, en particulier des porteurs de séquelles de poliomyélite respiratoire. Ici, vous avez juste l'illustration des premiers respirateurs volumétriques qui ont été proposés. Vous voyez, l'épidémie en 52 et les respirateurs apparaissent 55, 54, 55, 56, provenant essentiellement de l'Europe du Nord. Très rapidement, des respirateurs volumétriques portables pour les patients porteurs de séquelles définitives de polio ont été proposés. Donc, vous avez ici 3 modèles qui ont été proposés
entre 53 et 55. On peut donc dire que les industriels, sous l'impulsion des médecins, la pression des médecins, ont rapidement fait face aux exigences de la ventilation, permettant bien sûr d'abandonner la ventilation manuelle. Je passe maintenant la parole à Jean-Luc pour le développement de la ventilation invasive. Alors, merci beaucoup Dominique. J'ai fait une petite manipulation pour voilà, passer comme présentateur. Voilà, donc quel challenge après tout ce début, donc de parler du développement de la ventilation invasive qui va se dérouler donc sur plusieurs années et décennies. Alors, comme Dominique l'a abordé, il y a un développement technologique qui est loin d'être terminé, qui a été encadré néanmoins par une nécessité de normalisation avec des nomenclatures qui ont été définies et c'est une difficulté encore pour nos apprenants en ventilation mécanique, être bien au clair sur les termes que l'on emploie. Alors, on ne peut que parler en termes de développement technologique des méthodes de cyclage des respirateurs pour définir ce qu'est une inspiration, ce qu'est une expiration, ce qu'est l'inspiration du patient et l'activité inspiratoire de la machine et les discordances. Et aussi, ce qui n'est pas du tout physiologique, donc l'intérêt de ménager, soit en continu, soit de façon discontinue pour le monitoring des patients, des pauses inspiratoires, permettant évidemment de mesurer ce paramètre qui est devenu fondamental, qui est la pression de plateau, et des pauses expiratoires permettant, dans certaines circonstances, de mesurer ce paramètre fondamental qui est la pression expiratoire positive totale. Une fois passé le cap le plus aigu, a été assez vite mis en évidence l'intérêt de proposer aux patients donc le déclenchement inspiratoire, on appelle le trigger inspiratoire, avec différentes solutions techniques, donc qui ont d'abord été basées donc sur des signaux de pression, puis des raffinements, des signaux de débit, et également par la suite des méthodes donc, de déclenchement encore plus sophistiquées, notamment basées, et c'était conceptuellement très, très séduisant, et ça c'est bien sûr encore appliqué, sur l'enregistrement de l'activité électromyographique du diaphragme. Et donc là, c'est un champ à la fois et de recherche, mais également de soins qui s'est ouvert sur l'étude des différentes asynchronies entre les patients et les respirateurs, avec toutes leurs conséquences cliniques, mais également des évolutions technologiques. Globalement, les premiers respirateurs étaient assez imposants et on a évolué vers une miniaturisation qui n'est encore que relative quand on voit certaines machines modernes, mais en considérant que les respirateurs actuels embarquent, et ça n'était pas le cas initialement, des possibilités de monitoring qui n'existaient pas antérieurement. Je me souviens une des premières réanimations que j'ai fréquentées, donc il n'y avait pas de monitoring des volumes, et des externes, des étudiants hospitaliers, donc allaient de chambre en chambre avec des dispositifs comme celui-là, des spiromètres de Bock, donc pour recueillir pendant 1 minute les volumes expirés par les patients. On en est bien loin maintenant. Donc l'électronique a été d'un apport majeur, donc grosso modo après les années 1970. On a distingué
les modes en pression, donc barométrique, les modes en volume. Et il y a eu, donc dès les années 60, et ça se poursuit également, un énorme corpus de recherche, mais évidemment de soins, autour de l'intérêt de la pression expiratoire positive dans différentes situations, donc qui ne se résume pas au syndrome de détresse respiratoire aiguë qui a été décrit dans les années 60, grâce ou en rapport avec la possibilité de mettre sous ventilation artificielle des patients donc, qui allaient permettre de décrire cette entité. L'aide inspiratoire a été un tournant, on y reviendra. On a également eu, comme dans les développements technologiques, des possibilités encore relativement peu utilisées dans l'immense routine de modulation donc de l'activité expiratoire dévolue par la machine. On a développé des modes proportionnels, alors proportionnels à différents facteurs, mais notamment proportionnels à l'activité inspiratoire du patient, tout en prenant en compte donc les caractéristiques mécaniques en termes de résistance et d'élasticité du système respiratoire. Donc des développements technologiques considérables qui ne sont pas encore tous, et loin s'en faut, terminés. Alors la biologie, elle a été abordée, donc le début c'est clairement les gaz du sang, d'aucuns se souviennent des seringues en verre, c'était pratiquement une cérémonie donc de réaliser des gaz du sang. Initialement, et peut-être en lien avec les pathologies qui ont pu être traitées, donc la poliomyélite antérieure aiguë, les maladies neuromusculaires, les intoxications sévères avec les gros troubles de conscience, l'idée de normalisation du milieu intérieur, d'aller vers la normocapnie, vers la normoxémie, mais au fil de l'extension considérable de la ventilation mécanique invasive, appliquée à d'autres pathologies, notamment à l'époque les pathologies obstructives, l'asthme aigu très grave, la BPCO et le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Initiation de toute une réflexion sur l'hypo et l'hypercapnie, également l'hypo et l'hyperoxémie, qui sont actuellement toujours des thèmes de recherche. Et fait notable, des biologies qui étaient à l'époque délocalisées dans certaines unités de réanimation, qui se sont vues relocalisées dans l'hôpital, donc puis à nouveau délocalisées, donc avec des débats un peu sans fin donc sur l'intérêt de ces biologies délocalisées et la nécessité de travailler donc sur des dispositifs de mesure biologique bien fiables. Au plan biologique, on peut que citer des travaux ultérieurs qui démontraient un lien extrêmement fort entre la ventilation mécanique invasive, évidemment la raison pour laquelle on a la mise en œuvre, la sévérité de l'atteinte, les réglages imposés aux patients et la possibilité de moduler de façon positive ou négative l'inflammation pulmonaire, mais aussi l'inflammation systémique, des éléments comme la thromboinflammation, mais avec actuellement des paramètres qui restent guère utilisés en routine. Et enfin, dans ce développement de la ventilation mécanique invasive, on a vu apparaître des concepts majeurs, donc très souvent en lien avec la physiologie et la physiopathologie respiratoire, notamment les grands chapitres que sont la mécanique respiratoire, les échanges gazeux, le contrôle respiratoire. Avec le concept d'hyperinflation dynamique, basant sur le fait que l'expiration reste passive dans la ventilation mécanique invasive et qu'elle répond donc à des lois physiques prenant en compte notamment ce qu'on appelle les constantes de temps des produits résistance par compliance et la démonstration que des réglages inadaptés dans certaines situations pouvaient aboutir à des conséquences majeures donc en termes d'augmentation des volumes thoraciques et donc de retentissement dans
cardiovasculaire que respiratoire, pour rester relativement sommaire. Avec des concepts qui ont été proposés, donc on a parlé d'hypercapnie permissive, on parlera plus actuellement de ventilation protectrice, voire même de ventilation ultra-protectrice, et des applications donc de ces concepts dans deux grandes directions, le syndrome de détresse respiratoire aiguë et les pathologies obstructives aiguës, avec donc des résultats donc, cliniques actuellement très forts, permettant de sous-tendre nos pratiques dans nos services de réanimation. Des développements conceptuels également en lien avec le barotraumatisme, le volotraumatisme, l'intellectrotraumatisme, voire même l'ergotrauma pour certains. Donc c'est une thématique qui reste encore extrêmement d'actualité. Le myotrauma, le traumatisme en lien avec la ventilation artificielle qui peut être infligée, notamment au muscle inspiratoire principal qu'est le diaphragme. Toute une réflexion donc sur l'influence de la pression motrice ou d'autres déterminants potentiels, donc des lésions induites par la ventilation mécanique, comme le mechanical power, qui est donc très mis en avant historiquement par Gattinoni, puis par d'autres. Également, on ne peut que citer tout un corpus de travaux donc sur le sevrage de la ventilation mécanique invasive, avec à chaque fois une réflexion aux différentes conditions dans lesquelles cette ventilation mécanique invasive était appliquée. Et assez vite également, et là on est vraiment dans une époque quasi miraculeuse en termes de monitoring. Vous vous souvenez de la spirométrie réalisée de façon ponctuelle par les étudiants hospitaliers. Assez vite, on a été en mesure donc d'avoir des mesures continues, donc des pressions, des débits et donc du volume par calcul intégral. On a pu visualiser des courbes, donc c'était également une sorte de révolution conceptuelle. On a pu mesurer l'autopep, donc la pression expiratoire positive totale après une occlusion expiratoire que certains réalisaient manuellement sur le respirateur, puis ça s'est automatisé. On a pu voir des boucles avec des différents paramètres. On a pu réaliser également des mesures et des calculs basés sur le CO2 expiré avec des réflexions en cours sur l'intérêt de cette technique qui pourrait probablement qui se poursuivent encore actuellement. On a pu voir arriver également des méthodes d'estimation de volumes non mobilisables, donc des méthodes dites de dilution des gaz. Alors, il y a une application de méthode de dilution de l'hélium, mais il y a actuellement certains respirateurs qui permettent de mesurer le volume expiratoire de fin d'expiration, la capacité résiduelle fonctionnelle qui était un Graal. On ne peut que citer également donc toutes les études scanographiques sur le SDRA. On a également la possibilité de réaliser donc de la tomodensitométrie d'impédance électrique, ce qui permet d'avoir une vision en temps réel de la ventilation, voire de la perfusion pulmonaire, même si c'est un peu plus délicat. En termes de monitoring, très vite, mais c'est actuellement toujours de grande actualité. On s'est intéressé à l'intérêt de la manométrie œsophagienne, non pas pour mesurer exactement la pression pleurale, qui est un paramètre hétérogène le long du poumon, mais pour l'estimer dans certaines situations positionnelles, ce qui a permis de distinguer donc les caractéristiques mécaniques du parenchyme pulmonaire de la paroi thoracique. Également d'estimer le travail développé par les muscles inspiratoires en appliquant des principes développés notamment par Campbell. Il y a eu des travaux sur l'électromyographie, des travaux également donc basés sur des données initiales de Jean-Philippe Derennes et Whitlow, permettant d'estimer donc la commande ventilatoire avec notamment un paramètre, la pression d'occlusion des voies aériennes en 100 millisecondes,
qui donne lieu actuellement donc à un essai randomisé mené par un groupe international. Donc des perspectives en termes de monitoring absolument diverses et fait très intéressant pour certaines, pour regrouper donc en lien avec le respirateur artificiel. Alors, pour conclure rapidement, avant de repasser la parole à Dominique, donc je voulais citer quelques études françaises qui m'ont paru marquantes. Alors, évidemment, tout ça est très arbitraire. Il y a beaucoup d'autres études très pertinentes. Alors, en termes de physiopathologie et de mécanique respiratoire et d'échanges gazeux, donc il y a eu toute la thématique des courbes pression-volume auxquelles j'ai pu participer en début de carrière. Alors, je ne sais pas si ça va passer en caméra, mais on utilisait des dispositifs de ce type qu'on appelait des super seringues qui permettaient de mesurer, évidemment avec des bancs de mesure externes très imposants, donc les caractéristiques mécaniques du système respiratoire dans son ensemble. Ça a permis de faire avancer un certain nombre de concepts sur le recrutement alvéolaire et également sur la distension alvéolaire. Et c'est encore la base, comme je vous le disais, de certains essais randomisés comparatifs internationaux actuels. Alors, des travaux donc menés à Lyon, à Créteil, à l'époque, donc sur l'étude de ces caractéristiques mécaniques, notamment en cas de syndrome de détresse respiratoire aiguë, et également la base physiopathologique de ce qui va être vraiment une grande avancée sur l'influence donc du décubitus ventral sur le recrutement alvéolaire et l'oxygénation, donc en citant également Claude Guérin. Alors le travail respiratoire, donc paramètre très important, donc il a pu être quantifié, ça peut être la base de l'évaluation d'abord physiologique, puis après du développement en clinique avec des études randomisées de haut niveau de preuve. Et donc ces mesures de travail respiratoire qu'on peut conceptuellement réaliser de différentes façons ont surtout été réalisées dans ces études à partir du monitoring de la pression œsophagienne confrontée au déplacement en volume du système respiratoire et de l'influence des variations de pression. Alors, l'apport des modèles animaux, donc on ne peut que citer là peut-être en amont de bien d'autres, des travaux qui ont débuté très tôt, donc par Didier Dreyfus, Georges Saumon et puis bien d'autres après, sur des modèles de ventilation du rat. Et c'est intéressant de voir que dès 1985, et ça a même précédé les travaux de Didier qui ont permis de délimiter les influences respectives des pressions et des volumes, on relève un travail qui ciblait donc l'influence de la ventilation sur l'atteinte microvasculaire pulmonaire. Alors, en reprenant par exemple ce travail qui n'est pas le plus cité actuellement de Didier, on voit que d'emblée, donc à partir d'analyses histologiques, il y avait donc en fonction des réglages ventilatoires utilisés, la démonstration donc d'atteinte de l'endothélium pulmonaire avec la mise en évidence de cellules circulantes qu'actuellement, cellules endothéliales circulantes qu'actuellement on peut, dans certains groupes, mais c'est le cas dans mon centre, mesurer de façon quantitative avec des méthodes biologiques modernes. Et il y a des publications donc, qui, 30 ans après, donc, ont toujours trait à cette thématique et c'était remis au goût du jour à l'occasion des SDRA liés au Covid-19 qui présentent comme autre particularité une très grande prévalence donc, de l'atteinte microvasculaire pulmonaire, probablement par rapport à d'autres causes de SDR. Et enfin, les grands essais randomisés, donc menés au plan national. Donc j'ai retenu de façon un peu arbitraire donc, la comparaison menée notamment par Laurent Brochard sur les méthodes de sevrage, donc avec dans cette étude donc
la démonstration d'un bénéfice clinique en rapport avec l'utilisation de l'aide inspiratoire, même si à peu près à la même époque, avec d'autres modalités d'utilisation de l'aide inspiratoire et d'autres modalités d'utilisation des épreuves de ventilation spontanée, le groupe d'Esteban retrouvait des résultats pas toujours forcément concordants, mais en tout cas, ça a permis, de façon homogène dans ces deux essais, de montrer l'absence donc d'intérêt d'autres modes ventilatoires dont on parlera après. Donc, sur le réglage optimal de la PEP, cette étude donc d'Alain Mercat, négative, mais apportant des signaux importants, ayant donné lieu avec d'autres études à des méta-analyses qui précisaient, qui ont pu permettre de préciser donc les réglages optimaux. L'étude Accurasis de Laurent Papazian, publiée en 2010, et l'étude Proceva, étude majeure de Claude Guérin, donc publiée en 2013, et qui a abouti sur une transformation de la prise en charge de nos patients. Et des innovations thérapeutiques, pour certaines avec un très fort fondement physiopathologiques, qui sont actuellement en retrait, donc le frein expiratoire variable, la pression négative endotrachéale, les modes IMV, MMV, SIMV, le soupir, la ventilation liquide partielle avec les perfluorocarbones, la ventilation à haute fréquence, les mélanges gazeux de faible densité et certains systèmes experts, même si on va probablement y revenir. Donc voilà, tout cela a un impact majeur sur le développement de la discipline. Donc une ventilation mécanique invasive de plus de 24 heures implique maintenant au plan national une prise en charge dans un service de réanimation. Ça a permis d'aller vers les plus de 5000 lits de réanimation sur le territoire national et un impact également partagé avec nos collègues pneumologues et anesthésistes. Voilà, donc je vais maintenant repasser la parole à Dominique pour la suite de la conférence. Et donc je vais, Dominique, ouais, ça passe. vous désigner comme présentateur. Alors, oui, en principe, c'est bon. Ouais. C'est bon. C'est bon? Oui. C'est bon. D'accord, donc on passe maintenant au chapitre suivant qui concerne la ventilation non invasive, on va dire moderne, faciale. Alors, elle naît véritablement dans les années 1980, mais néanmoins, quand on scrute la littérature, on retrouve quelques expériences intéressantes en dehors du contexte du secourisme qui a été développé auparavant. À partir des années 80, l'établissement de la VNI faciale a été le résultat d'une convergence heureuse de quelques équipes médicales ayant la pratique de la ventilation des insuffisances respiratoires chroniques à domicile et ou des syndromes d'apnée obstructive du sommeil et la pratique de la réanimation. Ces études vont expérimenter, littéralement expérimenter, et montrer la faisabilité de la VNI et par ailleurs montrer des résultats favorables sur de très courtes séries, d'abord d'insuffisance respiratoire chronique ventilée au long cours, ce qui sera suffisant pour introduire la méthode en réanimation et essayer la VNI dans le contexte d'abord de décompensation des BPCO avec des résultats sans études randomisées alors favorables. Alors, les quelques expériences avant 1980, il y en a une qui est intéressante, 135 ans de recul, c'est George Fell, un Américain, et vous voyez une de ses publications, avec un titre « Ventilation forcée dans les intoxications à l'opium, ses possibilités et les meilleurs appareils, les appareils le mieux adaptés dans ce but ». Et il est intéressant de savoir que cet auteur
qui par ailleurs travaillait sur l'animal, on trouve ça dans ses publications, a présenté un système de ventilation manuel qui pouvait être enrichi en oxygène, dont la fréquence manuelle était rythmée par un métronome, pour lequel on pouvait mesurer les pressions et éventuellement utiliser un masque nasal, mais il utilisait aussi éventuellement une trachéotomie ou des canules prélaryngées qui se mettaient juste à l'entrée des cordes vocales. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cet auteur a publié et présenté dans de très nombreux congrès jusqu'à 80 heures d'utilisation continue dans le cadre d'intoxication morphinique ou barbiturique, donc personne saine à poumon sain, et qui a apporté des succès cliniques. Mais à cette époque, à son grand désespoir d'ailleurs, il n'a pas fait école et ces travaux n'ont pas donné lieu à des suites. On trouve par ailleurs, avant 1980, une publication qui est en fait une compilation de la littérature de l'époque sur la mortalité des BPCO acutisés, publiée en 68 dans l'American Review of Respiratory Disease, et sur les 18 séries qui étaient disponibles à l'époque. Vous avez celles qui sont soulignées, signalées par une flèche rouge, qui ont pu utiliser, entre autres, la ventilation non-invasive, donc la ventilation pression positive avec masque. Donc c'est intéressant de voir que ces auteurs, donc publiés en 68, c'est-à-dire faits dans les années 50 à 68, ont utilisé ces méthodes. Les résultats, bien sûr, d'une étude absolument pas contrôlée, mais montraient néanmoins que la mortalité pour les patients utilisant le masque nasal, la ventilation en pression positive intermittente de type volumétrique, la mortalité était tout à fait faible. Il est à noter aussi que tous les auteurs soulignés étaient des auteurs francophones, donc français, suisses ou belges. On dit la ventilation non-invasive avait déjà pris racine en quelque sorte sous nos climats. Alors dans les années 80 commence le véritable début de la ventilation non-invasive qu'on utilise actuellement. Et l'histoire est intéressante à considérer. Un premier élément, le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, qui commençait à être bien diagnostiqué et soigné, ne pouvait être traité à cette époque que par une trachéotomie laissée ouverte la nuit de façon à court-circuiter l'obstacle rétrolingual qui expliquait les apnées. Donc, un auteur australien, Colin Sullivan, en 81 dans le Lancet, publie l'utilisation de la pression positive continue par voie nasale avec un succès absolument spectaculaire en termes de guérison ou de suppression des apnées. Ce papier a un écho considérable. La méthode est immédiatement adoptée et généralisée. Autrement dit, on a pris conscience à cette époque qu'à la place d'une trachéotomie, on pouvait utiliser un masque nasal, un circuit et un générateur de débit. Deuxième élément, on savait à cette époque que les insuffisances respiratoires chroniques restrictives terminales, entre autres les séquelles de polio, mais pas seulement, pouvaient être traitées à domicile avec des trachéotomies, et on a pu publier une très longue série en 83 qui présentait des survies très prolongées, 15, 20 ans, 25 ans. Ou par voie buccale, par l'équipe nord-américaine, Augusta Alba et John Bach en 87. Et ces patients, avec ces procédés de ventilation, vivent très longtemps sans décompensation. Et ces techniques étaient considérées comme complexes, voire dangereuses pour la trachéotomie, et elles restaient en définitive totalement confidentielles, laissant de côté quantité de patients qui auraient pu en bénéficier. Par ailleurs, troisième élément, les myopathies de Duchenne ont été traitées, on a essayé de traiter les myopathies de Duchenne par ventilation nasale, avec l'objectif de maintenir leur fonction ventilatoire, donc d'éviter que la pathologie progresse et qu'on maintienne la capacité ventilatoire de ces patients, donc éviter qu'elle ne se dégrade.
Et ce qui a été observé, c'est que la capacité ventilatoire s'est dégradée, mais qu'il n'est pas apparu de décompensation. Donc les décompensations étaient prévenues par cette ventilation qui était prophylactique au départ et qui est devenue en définitive curatrice à l'arrivée. Donc avec ces éléments qui sont arrivés à la connaissance de quelques équipes, donc entre 1987 et 1992, de très courtes séries de patients ventilés à domicile rapportent d'une part la faisabilité et d'autre part des résultats régulièrement favorables. Et vous avez ici les divers auteurs. Et pour résumer, vraiment très peu de cas, 68 cas en 6 ans, mais qui tous en définitive faisaient état de bons résultats. Très peu de temps après, des mêmes auteurs ou quelques autres auteurs ont utilisé la VNI en réanimation et ont publié des séries aussi relativement courtes, prospectives mais pas comparatives bien sûr, entre 88 et 92. Vous avez les divers auteurs avec les publications qui s'affichent sur cette diapositive. Et là, en 5 ans, 148 patients, d'après ce qu'on a pu retrouver, ont été publiés. Il y a un papier qui est un papier un peu séminal pour les réanimateurs, qui est dû à Laurent Brochard en 1990. Il rapporte ses premières expériences de ventilation non invasive chez des BPCO décompensés. Il montre une évolution clinique favorable et par ailleurs, en utilisant les capacités de mesure qu'il avait à l'époque par l'intermédiaire de l'unité INSERM, il montre que le travail ventilatoire est très diminué par l'application de la ventilation non invasive, reproduisant en définitive ce qui avait déjà été publié en termes de travail ventilatoire, diminution, voire disparition du travail ventilatoire avec les ventilations invasives. Vous avez ici la reproduction des plaques, le contrôle et les patients traités par VNI. De plus, dans les diverses publications, il apparaissait des points positifs qui sont soulignés. Absence d'intubation, une alternance facile de VNI et de ventilation spontanée, le maintien pour les patients de la possibilité de parler, de déglutir, de communiquer, la moindre nosocomialité, l'absence de lésions pharyngées du fait de l'absence de tubes translaryngés, le sevrage facilité et la suppression de l'épreuve toujours un peu difficile et aléatoire de l'extubation. Et en définitive, ces quelques séries positives, par ailleurs la présentation tout à fait favorable alléchante des avantages, a été à même de décider de s'intéresser à la VNI. Et simultanément, les équipes qui pratiquaient la ventilation à domicile ont publié, soit notre équipe, soit une équipe londonienne, des résultats de malades ventilés à domicile diverses étiologies, avec des résultats qui semblaient tout à fait comparables à ce qui était obtenu dans les anciennes séries de patients trachéotomisés. Donc ceci prouvait l'efficacité de la VNI dans la vraie vie, c'est-à-dire pendant des mois ou des années à domicile. Et parallèlement, pour la VNI à domicile, l'industrie a alors produit des respirateurs tout à fait innovants. Des respirateurs légers et peu encombrants, portables, capables de générer des débits importants pour faire face aux fuites avec de très petites turbines, fuites, comme on le sait bien, inévitables en ventilation non invasive, proposant d'emblée des modes pressionnels, soit contrôlés, soit assistés contrôlés, soit spontanés, tout à fait à même de faire face aux fuites, avec des procédés de trigger et de cyclage, c'est-à-dire de début et fin d'inspiration, adaptés aux fuites inévitables en VNI. Par ailleurs, potentiellement autonome en autonomie, de façon à pouvoir être utilisé en fauteuil roulant ou faire face à une panne électrique. Et peu à peu, on a vu que ces respirateurs
ont trouvé une place à l'hôpital en réanimation et hors de réanimation, favorisant alors beaucoup la diffusion de la VNI. Et on peut même noter que ces technologies innovées pour le domicile ont même influencé la technologie des respirateurs hospitaliers. Là, c'est juste pour rappel, le premier respirateur petit fonctionnant avec une turbine avec des triggers adaptés qui a été le premier d'une très longue série. Dès lors, on peut dire que tous les éléments dans les années 90 se trouvaient réunis pour que les réanimateurs, alors tout à fait friands d'essais thérapeutiques randomisés et de la pratique de la médecine par la preuve, sont initiés par les réanimateurs et les premiers résultats sont publiés à partir des années 95. D'abord dans le contexte des BPCO décompensés, puis dans d'autres circonstances d'insuffisance respiratoire aiguë, étiologies différentes, situations différentes telles que les post-extubations, post-opératoires. Et ainsi, en quelques années, on peut dire en une dizaine d'années, plus de 80 essais thérapeutiques randomisés comparant le plus souvent la VNI associée au traitement médical traditionnel comparée au traitement médical isolé, dont le critère principal a été la survie, ont été publiés. Et la publication de toutes ces séries a autorisé par ailleurs des analyses et des recommandations robustes. Juste à titre d'illustration, on n'est pas là pour apprendre quel patient il faut ventiler, mais récemment, donc en 2017, des guidelines publiés par l'ERS et l'American Thoracic Society avec des fortes recommandations de VNI, des suggestions de recommandations de VNI, des suggestions de ne pas faire la VNI et des situations dans lesquelles l'état des connaissances actuelles ne permet pas de faire de recommandations. Donc, au terme de cette histoire, on peut noter que les dernières recommandations que je viens de citer ont été faites après environ 25 ans d'expérience de VNI et qu'elles ne sont pas bien différentes de celles qui ont été faites après 10 ou 15 ans. Il suffit de se référer au consensus international en 2001 ou au consensus SRLF-SPLF-SPHAR en 2006. Autrement dit, par la puissance des essais thérapeutiques faits par les réanimateurs sur divers continents dans de multiples équipes, en quelques années, on avait acquis une base extrêmement solide pour la pratique et les recommandations de ventilation de maladie. Il faut noter que la VNI a profondément modifié dans le monde entier la pratique hospitalière en réanimation et hors réanimation, et a profondément modifié l'utilisation de la ventilation au long cours à domicile, permettant à de très nombreux patients de bénéficier de ce traitement. Que la VNI hospitalière et la technologie des respirateurs ont été grandement influencées par la pratique de la ventilation à domicile, comme cela vient d'être cité. Et on peut dire aujourd'hui que cette situation n'est pas définitive, puisqu'elle se trouve clairement challengée par l'utilisation d'une méthode encore moins invasive, qui est le haut débit nasal. Voilà, je repasse la parole pour rester dans les temps à Jean-Luc qui va conclure avec où en sommes-nous en 2022. Merci beaucoup Dominique. Donc je fais la manip. Voilà, je pense que c'est bon. Peut-être une confirmation de Chantal. Oui, c'est bon, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup Dominique. Alors en effet, pour rester dans les temps assez brièvement, c'est vrai que cette ventilation mécanique, ça reste une part majeure de l'activité de réanimation. Donc c'est une motivation pour nos internes quand ils arrivent de voir des malades ventilés, quelle que soit leur origine.
et il y a d'énormes opportunités de progrès. Alors Dominique, ben, vous avez cité le haut débit nasal. Très clairement, ça se positionne donc comme une technique d'assistance respiratoire complémentaire ou alternative, et on voit même, vous avez compris que c'est assez difficile d'isoler la ventilation mécanique uniquement au sein des réanimations. Nos amis pneumologues donc ont des essais en cours sur le haut débit nasal en termes d'assistance respiratoire de longue durée à domicile. Pour rester dans le domaine de la réanimation, il y a, compte tenu de l'état actuel des techniques, il y a donc toutes les techniques extracorporelles. Là encore, ça mériterait à soi une conférence de bien plus d'une heure, mais il y a la place de l'ECMO véno-veineuse avec 2 grandes études randomisées, donc l'étude César en Grande-Bretagne, puis l'étude française EOLIA, enfin surtout française qu'on ne peut pas ne pas citer. Et les techniques également de décarboxylation, donc qui en sont à un stade moins avancé donc du développement, mais qui donneront lieu à des essais randomisés. Et ce qui est fascinant là encore, c'est que ces techniques, donc pour le moment appliquées en milieu de réanimation à des patients très aigus, pourraient, si on est un peu visionnaire, mais il ne faut pas s'empêcher de l'être, donner lieu à des développements pour ce qui est des insuffisances respiratoires chroniques extrêmement sévères. Il y a plusieurs projets dans le monde, mais notamment en France aussi, entre guillemets, de poumons artificiels, donc de très longue durée. Alors, une autre opportunité en lien avec la ventilation mécanique invasive, c'est le constat qu'on a actuellement des réanimations donc en France qui sont extrêmement informatisées, donc plus de 50%, avec une évolution qui est sans doute pas assez rapide, mais quand même une évolution vers une interopérabilité des différentes applications, des différents outils métiers, des différents logiciels qu'on utilise en réanimation. Et donc, ça pourra donner, via des techniques d'intelligence artificielle, mais sur lesquelles on peut déjà s'appuyer, la possibilité d'obtenir, pour peu qu'il y ait donc une certaine homogénéité sur le territoire, des données en vie réelle qui sont vraiment le complément des données obtenues dans le cadre des essais cliniques. Cette réflexion, elle est la même dans d'autres domaines, comme le domaine du médicament, par exemple. Il serait dommage que la ventilation mécanique, qui s'y prête bien par son côté technologique, soit en dehors de ce mouvement. Il y a des possibilités théoriques également, et même pratiques actuellement, de monitoring intelligent, c'est-à-dire d'analyse du signal d'alarme, en fonction des autres paramètres recueillis qui sont extrêmement nombreux au sein de nos unités. Et ça pourrait donner également une impulsion pour poursuivre, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais l'étude des interactions. Alors, il y a les interactions cardio-respiratoires, c'est un chapitre énorme, mais il y a également les interactions neuro-respiratoires, il y a le lien avec l'infectieux. Et donc, également cette informatisation de notre milieu hospitalier, de nos réanimations, avec les technologies modernes, peut ouvrir de grandes perspectives. La recherche translationnelle, c'est quelque chose qui se développe et qui va se développer. Donc, on l'a abordé très brièvement donc sur les liens entre ventilation mécanique invasive et biotrauma. Et enfin, il y a les industriels, on l'a compris, qui sont présents, extrêmement présents, qui offrent des solutions. Et ces solutions, on souhaiterait qu'elles soient de préférence en réponse à des questions posées par les réanimateurs, plus que proposées par les industriels, qui peuvent avoir pour certains une tendance à proposer à la fois la solution et la question qui n'aura pas été posée par le professionnel de soins.
Donc des opportunités, on pourrait en citer d'autres énormes en lien avec la ventilation mécanique invasive. Mais notre environnement est complexe, alors il ne faut pas sombrer dans le fatalisme, mais on est confronté donc à des maladies infectieuses émergentes, donc on sort on n'est pas tout à fait sorti, mais donc nos unités de réanimation ont subi un stress test avec la Covid-19, ou des maladies réémergentes. Alors là, on boucle un peu l'affaire avec la poliomyélite qui est de retour donc dans l'État de New York. On ne peut que faire un lien avec une évolution sociétale. Les antivax sont probablement encore plus nombreux aux États-Unis, avec actuellement 40% de population non vaccinée contre la polio et des cas de polio donc, qui réapparaissent, la présence du virus dans les eaux usées de l'État. Donc, dans les challenges, il y a aussi à relever, mais ce sont des opportunités, tout ce qui est impact de l'environnement sur les pathologies respiratoires. Et on commence à avoir des données épidémiologiques de grande qualité sur l'influence de la pollution au sens large, donc sur des pathologies respiratoires aiguës, donc pas seulement les exacerbations d'asthme et de BPCO, mais également le SDRA. Nous sommes confrontés à des crises structurelles hospitalières, donc là, le syndicat est un des outils pour défendre la communauté dans ces circonstances un peu difficiles. Il y a des enjeux de formation initiale et continue des professionnels, pas seulement médecins. Et il y a aussi des enjeux d'équité en termes d'accès aux soins, avec il faut regarder bien sûr en dehors de nos perspectives nationales et vers les pays à revenus moins hauts que dans nos pays développés, pour voir que l'accès à ces techniques reste encore extrêmement hétérogène. Alors, je vais repasser la parole à Dominique pour qu'il apporte sa conclusion, mais auparavant, vous avez compris que le syndicat des médecins réanimateurs a été très heureux de faire ce point sur l'histoire de la ventilation mécanique. Il est présent sur d'autres fronts et il vous présente la possibilité d'assister donc le 7 octobre à la Maison de la Réanimation à Paris, donc à une demi-journée sur l'avenir de la réanimation. Donc le sous-titre n'est pas forcément très gai, donc je vous laisse le lire. Et enfin, nous vous y attendons nombreux. Voilà, donc ça a été pour moi vraiment un immense plaisir de revoir Dominique et puis d'intervenir à ses côtés. Dominique, je vous repasse la parole. Alors, je crois que vous pouvez parler sans que j'aie de manipulation à faire. Et donc, absolument. C'est bon, là? Ça passe? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions déjà éventuellement des assistants? Écoutez, sur le chat, sauf mauvaise manœuvre de ma part, je n'ai pas vu de questions, mais on peut se garder 5 minutes pour les faire venir. Voilà. Donc, il faut penser que soit ça n'a pas intéressé, soit tout est parfait. Peu importe. En termes de conclusion, je ne peux que paraphraser ce qui a été dit. La pratique de la ventilation mécanique est une évolution. Enfin, c'est un tournant absolument considérable pour la réanimation et pour la médecine en général, pour la santé en général. Les développements en termes de physiopathologie, de compréhension des mécanismes sont absolument considérables, ont été passionnants et sont passionnants. Et la réanimation qui est très heureuse de travailler logiquement à partir de bases physiologiques, de bases expérimentales et par ailleurs d'essais thérapeutiques, a trouvé un champ d'application en étudiant la ventilation mécanique qui est absolument extraordinaire et, comme tu l'as dit, qui est loin d'être fini. Voilà. Merci beaucoup, Dominique. Alors, on a une question qui n'est pas une question, mais que je vous la lis puisqu'elle est vraiment très sympathique. C'est bonjour.
Pas de questions, mais vous êtes vous êtes parfait. Merci beaucoup. Voilà, de Lou et Manu. Donc, vous êtes parfaite aussi, Lou et Manu. Chantal, un petit mot de conclusion de ta part, peut-être? Oui, pour vous remercier tous les deux d'avoir pris le temps de cette visioconférence qui, je l'espère, vous apportera des retours par mail. Hein. Vous savez tous que je suis à votre disposition. Vous avez mon mail et vous pouvez m'envoyer voilà, votre, non pas vos questions, mais enfin votre appréciation sur cette visioconférence. On a l'intention d'en organiser une par an, peut-être deux, mais disons une par an. Et si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur, on pourra, du coup, faites-m'en part et puis on pourra ainsi en discuter en conseil d'administration et essayer de vous satisfaire. Pensez à la matinale, prenez vite vos agendas, regardez si le 7 octobre, vous avez un petit moment pour venir nous rejoindre. Cette matinale est enfin, sa thématique est particulièrement intéressante pour la spécialité. Je pense qu'elle fera l'objet de nombreux débats et ce serait bien que vous soyez nombreux pour y participer. Encore une fois, le syndicat a besoin de vos avis, a besoin de discuter avec vous tous et donc voilà, plus vous serez nombreux à participer, mieux ce sera. En tout cas, merci à tous d'avoir participé. Merci à Dominique et à Jean-Luc pour les présentations remarquables. Et à très bientôt à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.